Bien, bah, écoutez, on peut reprendre nos travaux. Donc, nous sommes sur la table ronde concernant la lutte contre la corruption et nous avons deux personnes en visioconférence. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons Monsieur Bastien Charbouillot, qui est administrateur d'Anticor, et Madame Tiffaine Baudelvelli, qui est chargée de mission à l'association Sherpa. Est-ce que vous êtes bien tous les deux là? Oui, ça y est, je vois à l'écran. Ça y est, merci. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de votre présence et de vos contributions. Donc vous savez que ces auditions se passent dans le cadre du projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Il nous semblait important de vous entendre. Alors on a un petit usage, c'est de commencer les auditions par ce qu'on appelle une déclaration orale d'intérêt, c'est-à-dire que vous nous disiez vos liens d'intérêt qu'il serait important de porter à notre connaissance. On avait ce matin, par exemple, une personne qui travaillait sur une procédure de lancement d'alerte et de mise en place de cette procédure dans une grande entreprise française, on nous en fait pas. Et voilà, donc ça permet de bien préciser les choses en toute transparence. Et puis, je vous proposerai, si vous le voulez bien, je vous laisserai la parole pour nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions sur les textes et sur les points positifs et les points d'amélioration que vous pouvez y voir. Voilà, mais écoutez, si vous voulez bien, je vous laisse la parole, peut-être en commençant par Madame Tiffaine Baudelvelli, si vous le voulez bien, de chargée de mission à l'association Sherpa. Vous avez la parole d'abord pour vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup. Je précise simplement que l'association Sherpa est également représentée par ma collègue Chanez Mensous, qui est également présente dans ce Zoom. Très bien, merci beaucoup. Chanez Mensous et moi-même, je laisserai Chanez se présenter ensuite. Nous sommes toutes les deux juristes de l'association Sherpa. On a un tout petit problème de son. Alors, on n'a pas moyen d'avoir je pense plus. Vous n'avez pas besoin de parler. Est-ce que on peut faire un test de son? Peut-être ne parlez pas devant notre micro, c'est peut-être ça qui... Allez-y. Est-ce que comme ça, c'est mieux? On a un fort écho quand même. Bon, on n'a pas moyen de... Je peux éventuellement demander à M. Charbouillot s'il peut dire quelques mots pour voir si on a le même problème de son. Alors voilà, là j'ai lancé le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend mieux en fait. Bon, écoutez, si vous pouvez du coup parler bien distinctement et lentement, Madame Baudelvelli, on a un petit souci de qualité de son, peut-être dans la liaison. Donc voilà, si vous parlez peut-être un petit peu plus fort ou plus voilà, on pourra bien entendre tout. Merci beaucoup. En tout cas, désolé de ce petit problème. C'est un problème de bande passante, à mon avis, de qualité de son. Pas de souci. Est-ce que je peux peut-être relancer l'application micro pour voir si ça... Peut-être on peut essayer ça, ouais. Voilà, allez-y. Alors, on ne vous entend plus du tout, du coup. Ah, d'accord, elle se reconnecte, je pense. Alors, avez-vous pu vous reconnecter? Si vous le souhaitez, je peux peut-être... Oui, là, on vous entend vraiment beaucoup mieux. Alors, je suis Chanez Mensous, la collègue de Tiffaine. Donc, je peux... Je pense que c'était un problème de micro, Madame Baudelvelli. Peut-être prendre le relais
en attendant que le problème de Tiffen se règle. Donc, en effet, merci pour cette invitation à participer à la table ronde concernant la transposition de la directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Au sein de Sherpa, on est membre fondateur donc, de la Maison des lanceurs d'alerte. Donc, on suit le régime qui a été mis en place dans le cadre de Sapin 2 depuis un certain temps maintenant. Et même si au niveau, nous, de notre activité, la question des lanceurs d'alerte, on n'a pas directement jusqu'à présent vocation à mettre en application le dispositif. C'est néanmoins dans nos activités quelque chose qui nous semble extrêmement important, notamment concernant l'effectivité de la loi Sapin 2. Donc voilà, à ce titre-là, on a un ensemble de propositions à vous présenter dans le cadre de cette audition. Et voilà, et je laisse peut-être la parole à Tiffen pour préciser un peu plus cette introduction. Désolée, je ne sais pas si le son est meilleur. Oui, le son est meilleur, merci. Bon, parfait. Donc effectivement, association de juristes et d'avocats, le sujet des lanceurs d'alerte par rapport à notre mandat, peut-être très rapidement. Sherpa, c'est une association qui travaille spécifiquement sur la lutte contre l'impunité des acteurs économiques et notamment des multinationales dans le cadre de leurs activités internationales. C'est un sujet sur lequel il y a eu des évolutions positives ces dernières années, au plan civil comme au plan pénal. Mais concrètement, aujourd'hui, engager la responsabilité d'une entreprise pour des atteintes à l'environnement, aux droits humains ou à la probité commises dans le cadre de son activité transnationale, ça reste un parcours du combattant. C'est une question qui connaît encore de nombreux obstacles. Et parmi les premiers obstacles qu'on rencontre dans ces activités aujourd'hui, il y a évidemment le manque de transparence et d'accès aux informations relatives à l'activité transnationale des entreprises. Il y a une grande opacité qui masque une grande partie de l'activité transnationale des entreprises, qu'il s'agisse du recours aux paradis fiscaux. On en a entendu parler pas mal assez récemment. Ce caractère occulte et opaque entrave très largement la collecte de preuves qui fait partie du droit d'accès à la justice, notamment lorsqu'il revient aux victimes d'établir la preuve des atteintes, puisque les informations pertinentes finalement à l'établissement de cette preuve sont détenues par les entreprises elles-mêmes. Et puis cette opacité et le secret qui domine cette activité entravent également la collecte de preuves par nos juridictions. Et aujourd'hui, on le voit bien, hein, même établir une liste des entreprises qui sont couvertes par certains textes de loi est quasi impossible au regard de données publiques. Je pense notamment à la loi sur le devoir de vigilance ou au règlement de lutte contre les minerais de conflit. C'est une situation qui n'est pas acceptable aujourd'hui en termes de lutte contre la criminalité d'affaires internationale. Les instruments juridiques qui existent à l'heure actuelle sont trop limités. C'est bien évidemment pour cette raison que nous, aujourd'hui, nous portons une demande de reconnaissance très générale d'un droit d'accès aux informations qui sont détenues par les administrations, mais également par les acteurs privés, lorsque ce sont des informations d'intérêt général, et la reconnaissance également très large d'un droit d'alerte. Je vais laisser ma collègue Chanez, du coup, peut-être vous parler plus spécifiquement. Je ne sais pas si peut-être M. Charbonneau va présenter un petit corps d'abord. Mais sinon, Chanez peut peut-être vous parler plus rapidement des différents points sur lesquels il nous semble important d'insister, s'agissant plus spécifiquement de la protection des lanceurs d'alerte. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'occasion de... Je ne sais pas comment vous voulez conduire les débats. Je laisse peut-être... oui, peut-être on fait un premier tour de parole. Après, moi, j'ai plusieurs questions spécifiques, mais peut-être on fait un premier tour de parole. Est-ce qu'on passe la parole à M. Charbonneau ou vous souhaitiez, au nom de Sherpa, rajouter des éléments? Non, peut-être on continue avec vous, M. Charbonneau. Vous êtes administrateur d'Anticor. Donc voilà, le premier point, c'est
éventuellement les liens d'intérêt que vous pouvez avoir, mais ensuite, je vous écoute sur votre ressenti, sur vos observations sur la proposition de loi qui est sur la table. Merci d'être là en tout cas. Oui, écoutez, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Je suis très honoré de participer à cette table ronde, donc pour moi c'est une première. Donc, je suis administrateur d'Anticor depuis juin 2020. J'ai été salarié de l'association auparavant. Je suis par ailleurs fonctionnaire au ministère du Travail, militant syndical dans ce cadre-là. Et je représente également Anticor à la Maison des lanceurs d'alerte, dont on est également cofondateur. Donc voilà, c'est à ce titre-là que je suis venu aujourd'hui. J'ai suivi effectivement les débats qui ont eu lieu concernant la transposition de la directive de 2019 sur les lanceurs d'alerte. Donc effectivement, j'ai un certain nombre d'observations à vous faire. Alors je ne sais pas si on attaque tout de suite ou après. Là, j'ai cru comprendre que c'était un premier échange pour avoir une présentation de chacun. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Très bien. Très bien. Bon, je vous propose d'aborder plusieurs points spécifiques, si vous voulez bien. Enfin, n'hésitez pas évidemment à apporter vos contributions au moment où vous le souhaitez. Alors, on a plusieurs sujets. Ce n'est pas spécifiquement lié au sujet de lutte contre la corruption, mais évidemment, c'en est l'un des exemples. Sur l'accompagnement et la façon dont on peut essayer de faciliter la vie de lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, dans les cas que vous avez pu voir et suivre au travers de vos associations, le rôle qu'a pu jouer vos associations dans l'accompagnement des lanceurs d'alerte, le cas échéant, puisque nous, on fait dans nos propositions une proposition nouvelle, qui veut dire qu'on a des facilitateurs, personnes physiques ou morales, et je serais intéressé par vous entendre sur, en fait, quel est le rôle, évidemment, enfin, en tout cas, votre fonction de facilitateur. Est-ce qu'elle vous a exposé ou pas, et comment est-ce que, voilà, quel est votre retour d'expérience concrète sur cette thématique de l'accompagnement en tant qu'association des personnes morales, des lanceurs d'alerte. Qui veut réagir? Est-ce que je suis lancé, j'y vais, sauf avis contraire. Donc effectivement, Anticor, c'est une question qu'on a pu. Pardon. Non, je disais, n'hésitez pas si vous avez des points en cours, des questions que je pose. Comme la qualité du son n'est pas très bonne, ne m'en voulez pas si je ne rebondis pas tout de suite, mais n'hésitez pas à m'interrompre quand on va le faire le plus interactif possible. On vous écoute en tout cas. Donc oui, effectivement, Anticor, on a été amené à accompagner régulièrement des lanceurs d'alerte. Ce qui se passe, c'est qu'au vu des sujets que nous, on traite, on a souvent des personnes qui sont dans des positions assez délicates lorsqu'elles constatent justement des faits de prise illégale d'intérêt, de corruption, de détournement de fonds, etc. Et qui, du coup, ont de grandes difficultés à lancer l'alerte par elles-mêmes parce que ça remet en cause tout leur avenir professionnel. Donc, à ce niveau-là, nous, on a beaucoup servi de pare-feu, c'est-à-dire qu'on a porté les alertes nous-mêmes, on est allé rechercher les informations via des demandes d'informations auprès de la CADA, et on a justement pu reconstituer des dossiers pour justement préserver ces lanceurs d'alerte de risques de représailles, alors même que ce qu'ils faisaient était effectivement dans la recherche de l'intérêt général. Donc jusqu'ici, c'est surtout cette stratégie-là qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on finalement, on s'est assez peu saisi de la loi Sapin 2. Moi, personnellement, j'ai récemment été confronté à un lanceur d'alerte, justement, avec qui on avait commencé à envisager les choses sous cet angle-là, mais on se rend compte que c'est extrêmement compliqué à manier, parce que, en l'état actuel des textes, on a cette fameuse obligation d'alerte interne initiale qui expose immédiatement le lanceur d'alerte et qui rend par ailleurs très difficile par la suite le recours à l'alerte externe, voire l'alerte publique, parce que le lanceur d'alerte est identifié et immédiatement sous le feu des représailles. Donc généralement, on a en fait concrètement déconseillé très régulièrement aux gens de recourir à ces statuts-là parce que actuellement, en l'état actuel des textes, le statut est piégeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de protection accordée pour le lanceur d'alerte quand il engage sa démarche, qui va subir les représailles, que ce soit avec des menaces de licenciement, du harcèlement au travail,
des poursuites en diffamation, une mise à l'écart des réseaux professionnels, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Et toutes ces choses-là, en fait, tant que l'affaire n'est pas réglée en justice, le lanceur d'alerte n'a finalement quasiment aucun droit. Et c'est tout le problème, à notre sens, de la situation des lanceurs d'alerte telle qu'elle est actuellement, c'est qu'on a une protection qui n'intervient qu'a posteriori devant les prétoires. Or, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une protection tout de suite, a priori. Donc, à ce niveau-là, nous, on souhaiterait éventuellement proposer que des dispositions soient mises en place pour que dès le début, dès le lancement de l'alerte, une protection puisse être accordée. Alors, on a réfléchi à plusieurs choses. On a notamment la possibilité éventuellement de recourir au défenseur des droits pour qu'il atteste de la recevabilité de cette alerte, sans se prononcer sur le fond de l'alerte, mais se prononcer déjà sur la démarche, et qu'il puisse d'emblée dire, bon, bah là, on est bien dans une démarche d'alerte, et que cette attestation-là puisse, dans le cas d'un salarié du privé, par exemple, lui accorder un statut temporaire de salarié protégé, qui fait qu'il ne serait licencié que suite à autorisation de l'inspection du travail, au moins le temps de l'enquête, et puis au défenseur des droits peut-être d'ajuster. Donc, c'est une proposition. Concernant les agents publics, il faut aussi réfléchir à ce type de mesures, parce que dans la fonction publique, la loi du silence peut être très très forte, et les représailles, on a pu le voir à plusieurs reprises, sont aussi importantes, avec régulièrement des mutations d'office, des blocages de carrière. Donc dans ce cas-là, il faut aussi que les lanceurs d'alerte, les décisions qui les concernent, il faut qu'il y ait un référent qui puisse intervenir, ou éventuellement la CAP, à partir du moment où il y a eu justement cette certification de recevabilité. Voilà, peut-être c'était une première réaction sur votre question. Je ne sais pas si j'y ai entièrement répondu. Après, il y a plein d'autres choses. J'y reviendrai peut-être après. J'ai déjà beaucoup parlé. Oui, non, mais c'est très clair. Peut-être côté Sherpa, vous avez quelque chose à rajouter sur ce rôle de la personne morale accompagnant le lanceur d'alerte? Tout à fait. Alors, nous, de façon à peu près similaire à Anticorps, on a énormément de grosse partie de notre travail qui consiste à être directement en relation avec des personnes qui soit sont des travailleurs au sein de filiales ou de chaînes d'approvisionnement de groupes multinationaux, mais également avec des communautés qui peuvent être impactées par l'activité de certains groupes. Et on travaille directement avec eux pour révéler des situations de violation des droits humains, d'atteinte à la propriété, pour porter l'alerte auprès du public, mais aussi pour déposer plainte devant les autorités. Je pense notamment effectivement à des travailleurs dans certains de nos dossiers qui ont des conditions de travail contraires à la dignité humaine, à des communautés qui pouvaient être affectées par des projets industriels. Dans ces cas-là, on travaille directement avec elles, et lorsqu'on porte à la connaissance du public les révélations qu'elles nous ont d'abord faites, nous exposons nous-mêmes à des représailles, et nous n'avons pas la possibilité, nous, de les protéger, puisque, comme vous le savez, les associations comme Sherpa ou Anticorps, nous n'avons pas la protection de nos sources, comme les journalistes. Donc, à partir du moment où on est ciblé par des poursuites en diffamation, soit on met de côté notre propre défense et on ne révèle pas nos sources, soit on révèle nos sources. Donc, on est face à un dilemme un petit peu impossible, et ça nous est déjà arrivé. On n'a pas forcément la possibilité de faire grand-chose pour préserver ces personnes-là contre les représailles. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui, en fait, même si nous, uniquement, sommes visés par le représailles, par des poursuites en diffamation, etc., ça va avoir un effet ricochet sur eux et sur tous les lanceurs d'alerte potentiels qui voudraient pouvoir travailler avec nous. Donc, c'est un problème qu'on rencontre très concrètement dans nos dossiers assez régulièrement. Très bien. Est-ce que vous pouvez partager des expériences de représailles que vous avez été témoin, enfin, sur des affaires que vous suivez, des cas très concrets
quel type de lanceur d'alerte, pour quel type de représailles et comment elle se déroule en fait. Est-ce que vous avez des cas concrets? Est-ce que vous-même, vous avez rencontré des lanceurs d'alerte dans vos fonctions qui ont été soumis à ces représailles? Et voilà, est-ce que vous pouvez partager un peu le retour d'expérience concret que vous avez pu avoir le cas échéant? Je ne sais pas si c'est dans vos fonctions de dialoguer directement avec eux, de suivre directement leurs affaires, mais est-ce que ça a été le cas? Et si oui, est-ce que vous pouvez partager cette expérience? Alors, pour Anticorps, donc, moi, là, l'exemple qui me revient tout de suite, c'est celui de Karim Ben Ali, à qui on a donné un prix Anticorps en 2019, qui est un chauffeur routier qui a refusé de déverser des produits toxiques dans la nature. Cette personne a été licenciée, elle ne trouvait plus de travail nulle part, elle a vraiment perdu son avenir professionnel avec une grande précarité financière derrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne directement l'objet d'Anticorps, mais on a quand même voulu lui décerner un prix éthique. On a le maire de Seine-Turie en Corse. Dans son cas, il a été licencié. Oui. Il est en justice, là. Là, je ne saurais pas vous répondre. Moi, oui, vous n'avez pas le. Oui. Mais en tout cas, là, il était du coup dans une situation très fragile, puisque licencié, donc au chômage. Et encore un an après, il ne trouvait pas de travail, c'est-à-dire quelqu'un qui a lancé l'alerte, clairement, voilà, ça se sait et les recruteurs se passent le mot et ne prennent plus cette personne. Et c'est encore plus vrai dans des métiers très, très diplômés, avec une culture du secret plus forte, où les gens vraiment compromettent leur carrière professionnelle régulièrement. Un autre exemple que je voulais donner, c'est celui du maire de Sainte-Turie, qui est une commune en Corse. Voilà, c'est quelqu'un qui a dénoncé les faits de son prédécesseur, donc il était maire, et qui a subi des représailles extrêmement violentes avec des menaces, des attaques contre sa voiture, voilà, et qui a vraiment mouillé la chemise au sens propre et qui a eu peur pour sa famille. Je tiens à préciser ici, parce que justement, Sherpa le disait juste avant, que les militants d'Anticorps sont également visés personnellement par des attaques en diffamation. C'est très régulièrement le cas. On est obligé là aussi d'aller les défendre. Ils sont également visés par des lettres de menaces, voire de menaces de mort. C'est des choses qui sont reçues par des militants qui eux-mêmes ne sont pas forcément lanceurs d'alerte, mais qui sont de simples militants qui viennent en soutien aux lanceurs d'alerte. On a même eu le cas d'une personne dont l'enfant a été enlevé pendant quelques heures, qui était impliquée dans une alerte importante qui concernait des personnages importants. Donc, il y a vraiment un besoin de protection autant pour les lanceurs d'alerte que pour l'ensemble des personnes qui les accompagnent. Et ce que je voudrais peut-être juste dire en fin de cette intervention, c'est que, en fait, on imagine le lanceur d'alerte comme une individualité face à une institution, mais c'est très souvent en fait un collectif. C'est beaucoup d'individus. Il y a une personne qui repère quelque chose, qui va en parler à une autre, ils vont regarder ensemble, ils vont éventuellement contacter une association, un syndicat pour regarder ça. Et je pense qu'il faut vraiment intégrer cette dimension collective de l'alerte. C'est pour ça que nous, on défend le fait que les personnes morales, les associations à but non lucratif, les syndicats, puissent être également lanceurs d'alerte, qui puissent bénéficier pleinement du statut et de la protection qui va avec contre les représailles. Mais concrètement, ça changerait quoi? Parce que quelle est les protections, par exemple, vous, Anticorps, quelle est la protection qui vous ferait envie dans la défense, la protection qu'on met en place pour des personnes physiques? On a beaucoup échangé sur les personnes morales. Moi, je pense qu'un texte qui veut suivre la défense d'une personne physique et morale dans le même texte, et ce sera toujours au détriment de la personne physique. J'ai vu des personnes physiques dont la vie était broyée, j'ai jamais vu de personne morale dont la vie était broyée. Et donc, moi, je milite pour avoir le rôle du facilitateur personne morale, sur lequel on peut étendre le cas échéant s'il est victime d'une attaque particulière parce qu'il défend un lanceur d'alerte, d'être protégé. Mais concrètement, dans la vie d'Anticorps, qu'est-ce que ça changerait d'avoir la protection? Vous êtes une association, vous êtes reconnue, vous avez des droits constitutionnels. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y aurait un impact sur les procédures en justice.
Ça pourrait éventuellement aussi être soulevé lorsque des personnes font l'objet d'attaques dans leur vie professionnelle ou privée. Alors effectivement, je n'ai pas d'exemple là tout de suite sous la main à vous donner. Oui, parce que aller en justice, vous le faites tout le temps, et à bon escient, enfin, c'est votre rôle, vous êtes même reconnu pour ça. Donc, personne ne vous empêche d'aller en justice et vous le faites. Vous ne subissez pas de représailles, enfin, à moi de vous poser la question, est-ce que vous subissez des représailles dans le cadre de vos activités? Et si oui, lesquelles? Et si oui, comment une loi soit protégée? Parce que la loi, elle dit pas. Oui, elle protège les femmes et les hommes qui s'exposent dans leur vie personnelle pour lancer des alertes. C'est ça l'objectif du texte. C'est pas de dire est-ce que c'est bien de dénoncer, de porter des alertes, etc. C'est pas un jugement moral. C'est la protection effective des femmes et des hommes qui se mettent en risque parce qu'ils prennent un risque. Et c'est vrai que je milite moi pour un double niveau, la personne physique qui est protégée et le facilitateur qui peut être personne morale. Sauf à ce que quelqu'un me démontre que dans notre pays, une personne morale, un syndicat, une association puisse être victime de représailles lourdes parce qu'elle lance une alerte ou protège. Vous voyez, c'est un peu cette question que je me pose sur le sujet. Si je peux me permettre peut-être bien sûr. Je crois que c'est ce que j'essayais de préciser tout à l'heure, c'est qu'en fait, très souvent, nous, nos alertes, on est porteurs d'alertes en tant qu'association. Les membres de l'association, les employés de l'association se mettent à parler au nom de victimes qui leur font confiance, qui leur confient leur parole. J'insiste sur le fait que nous, on travaille avec des victimes très souvent étrangères. Donc, aller saisir un canal interne d'entreprise dans une langue qui lui est inconnue, etc., ça n'arrive juste pas. Ça n'est pas possible. Donc, les canaux de signalement interne sont inaccessibles à ces personnes. Il y a une barrière de la langue qui fait que c'est très compliqué. Donc, nous, on travaille avec ces personnes-là et on porte leur voix pour divulguer, porter des alertes publiques sur ce que vivent ces personnes, ce que vivent les communautés. Lorsque nous, on porte cette parole publique, nous sommes attaqués à titre personnel, c'est-à-dire si et c'est arrivé dans un de nos dossiers, une de mes collègues a porté publiquement la parole de travailleurs qui étaient des sous-traitants d'une grande entreprise française. Elle a porté publiquement la parole de ces personnes en même temps qu'on portait plainte contre cette entreprise. Et bien, la réaction derrière, ça a été deux poursuites par atteinte à la présomption d'innocence et des poursuites en diffamation, qui visaient du coup non seulement l'association, mais également ma collègue, et qui, en plus de ça, du coup, exposaient potentiellement, puisque nous n'avons pas la protection des sources, les personnes et les travailleurs qui nous avaient transmis nos informations. Donc là, typiquement, on s'est retrouvé avec 3 procédures visant une association qui est quand même une association de taille modeste par rapport à une grande multinationale. Et c'est un peu le principe des représailles judiciaires. C'est ce qu'on appelle les poursuites bâillons. C'est de faire taire, d'épuiser psychologiquement et financièrement l'association, la structure, mais aussi les personnes qui la composent. Et bien sûr que la personne morale est exposée, elle aussi, à un risque, parce que quand on a une demande de dommages et intérêts qui vise l'association, qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est considérable. Lorsqu'on a une poursuite en diffamation qui vise des employés d'une association, c'est la responsabilité en cascade de la loi 81. Mais quand on a une poursuite en diffamation qui vise des employés d'une association, on atteint sa force de travail. Donc concrètement, oui, ça porte un préjudice à des associations qui essayent de faire leur travail. Dans ce cas-là, vous êtes facilitateur, c'est pas vous, enfin, vous êtes facilitateur, et donc au titre de ma loi, vous pouvez bénéficier de la protection. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est complètement couvert par le texte qu'on propose. Non, justement. Non, puisque sur les procédures, oui, vas-y. En fait, les associations se retrouvent régulièrement à porter l'alerte aussi, justement, comme je disais, pour protéger le lanceur d'alerte et protéger son identité. Et du coup, on n'a pas, effectivement, le texte tel qu'il est pensé aujourd'hui, il ne permet pas de couvrir ces situations-là à partir du moment où l'identité du lanceur d'alerte n'est pas révélée. Pour répondre sur les exemples de représailles, les personnes morales aussi, effectivement, peuvent faire l'objet de représailles. Donc, pour citer le cas d'Anticor, on a eu énormément de problèmes au moment de notre renouvellement d'agrément.
La demande a été extrêmement complexe. On nous a demandé énormément de pièces. J'ai trouvé que ça s'est passé quelques mois après le dépôt d'un dossier qui concernait le ministre de la Justice. Je ne sais pas s'il y avait un lien, mais je pense en tout cas que les personnes au ministère de la Justice ont été mises dans une position un peu délicate. Nous, on a fait face à vraiment quelque chose qu'on a vécu comme un acharnement. Alors, je ne sais pas ce qui était derrière ça, mais on a rendu un mémoire de 76 pages. On nous a demandé des comptes rendus de CA sur plusieurs années en arrière. Donc là aussi, hein, c'est comme le disait Tiffaine, il y a une démarche d'épuisement psychologique. On a vraiment eu peur pour la santé des personnes qui nous dirigeaient, hein, parce qu'elles travaillaient tout le temps. C'était extrêmement dur. Et à côté de ça, on a eu beaucoup d'attaques dans les médias aussi. On a eu des articles qui sont sortis opportunément, qui jetaient des accusations sur le fond desquelles je ne vais pas revenir ici, mais qui n'étaient pas forcément fondées. Qui a aussi appelé des réponses, des attaques en diffamation, des droits de réponse dans les journaux. Donc oui, les personnes morales sont aussi victimes de représailles. Et le fait de pouvoir condamner ces représailles-là va aussi faciliter notre travail. Oui, mais dans le cas que vous décrivez, d'abord, je suis content que vous ayez eu le renouvellement de notre agrément, donc vous n'avez pas été victime de représailles. Peut-être c'était dur d'avoir le renouvellement de l'agrément, ça j'entends, mais ça ne constitue pas un acte de représailles en soi. Mais tout ça, c'est pas lié à une alerte, tout ça, c'est lié à votre mission. Je veux dire, vous ne serez pas lanceur d'alerte. Dans ce sujet de renouvellement d'agrément, ça n'a rien à voir avec la loi sur la protection des lanceurs d'alerte personne morale. Ça a quand même à voir dans une certaine mesure, puisque effectivement, dans notre rôle de personne morale qui joue un rôle de lanceur d'alerte, il y a le fait, par exemple, de pouvoir saisir les autorités lorsqu'on a connaissance de faits qui peuvent constituer des infractions. L'agrément, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'aller se constituer partie civile devant les juridictions. Donc, il permet de déclencher une procédure concrètement et d'alerter sur des faits et qui est un processus judiciaire qui sera enclenché sur ces faits. Donc, c'est quand même une forme d'alerte, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de révéler à une autorité des faits et des problématiques qui sont très à la protection de l'intérêt général. Et dans le cadre de cette action, si nous n'avons plus notre agrément, lorsque notre agrément est soit suspendu, soit non renouvelé, nous ne pouvons plus procéder à ces plaintes et à la saisine d'un juge d'instruction sur ces faits. Donc, c'est quand même une limitation de notre action. Si l'État choisit 3 ou 5 associations habilitées avec un agrément spécial, tout ça étant encadré, d'abord, ils ont été renouvelés, mais en plus, vous voyez, je comprends ce débat, mais c'est un autre débat pour moi. Parce que vous n'avez pas le droit à un agrément à vie non plus. C'est normal qu'il y ait des renouvellements. Vous avez un agrément pour un certain nombre d'années, donc après, il est renouvelé ou pas. Ce n'est pas à vie, ce n'est pas pour les siècles des siècles. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire que votre souci n'est pas légitime, mais pour moi, votre souci n'est pas lié avec la protection des lanceurs d'alerte. C'est ça que j'essaie de dire. Vous avez un cœur de mission qui peut déranger, c'est ce que vous dites. Vous suspectez que les tracas sur les renouvellements d'agrément sont liés à ça. Bon, ça, c'est votre propos, je l'entends. Mais pour moi, ça n'a pas à voir avec une proposition de loi sur les protections des lanceurs d'alerte. En tout cas, ce n'est pas ça qui, pour moi, justifierait qu'on essaye de protéger les personnes morales en le mélangeant avec la protection des personnes physiques. Et je crois, en tout cas, moi, mon objectif, c'est vraiment les femmes et les hommes dont la vie est menacée et parfois broyée. Ce n'est pas le renouvellement de l'agrément d'anticorps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que le monde est parfait en dehors des lanceurs d'alerte. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans une loi protégeant les femmes et les hommes qui lancent des alertes. Et je sais qu'une des revendications à laquelle on a beaucoup échangé en amont avec la maison de lanceurs d'alerte, je ne partage pas la vision d'étendre. Je pense que la bonne solution, c'est celle que j'ai choisie. C'est ma solution qui est mieux que le droit actuel, parce qu'on reconnaît les facilitateurs personnes morales, mais qui est moins bien que ce que vous voudriez, c'est-à-dire la protection des personnes physiques et morales en tant que lanceur d'alerte. Et moi, je suis persuadé qu'à mélanger les deux,
ce sera toujours au détriment de la personne physique. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la conviction de M. Forger. Et OK, donc je comprends ce point-là, c'est-à-dire que, on a vu avec Yuka, par exemple, il peut y avoir des procédures contre eux et trouver ça abusif, mais ce n'est pas le lancement d'alerte, c'est leur cœur de mission, votre cœur de mission de dénoncer par exemple la corruption et d'aller en justice. Ça, c'est votre cœur de mission. Ça peut vous attirer des tensions, des inimitiés, de tout ce que vous voulez, peut-être même des tentatives d'intimidation, etc. Mais tout ça, qui est d'ailleurs condamnable, hein, parce qu'on n'a pas le droit. Mais c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet. La protection des femmes et des hommes dont la vie peut être broyée par l'ensemble des. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai choisi de distinguer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet à côté. Mais pour moi, je ne le mets pas dedans. Si je peux me permettre d'ajouter un petit mot là-dessus, le fait de ce qui est une proposition portée à la fois effectivement par Sherpa et Anticor et des organisations syndicales et aussi unanimement au sein de la MLA d'élargir ce statut aux personnes morales, c'est aussi la prise en compte d'une réalité qui est un déséquilibre de moyens considérables entre, d'une part, les lanceurs d'alerte, personnes physiques ou personnes morales, et le principal concerné par l'alerte. Et en fait, la vertu d'un statut protecteur, c'est de rétablir ce déséquilibre de moyens pour rendre l'alerte possible. Parce que la question, le nœud du problème est là, et il est sur les moyens dont disposent les opérateurs économiques, les grandes entreprises, pour étouffer l'alerte. Et je pense que il faut plus voir le statut de protection et cette définition que nous on demande comme un outil d'efficience de la logique même de l'alerte. Non, oui, je comprends votre propos. Je comprends votre propos. Pour moi, la conclusion n'est pas d'élargir la définition de lanceur d'alerte aux personnes morales et de mélanger la souffrance des femmes et des hommes qui lancent une alerte avec la défense des syndicats en France ou du monde associatif en France. J'ai été auteur d'une loi sur la protection des présidents bénévoles d'associations, donc vous n'êtes pas plus convaincu que moi sur le rôle des associations et l'importance de leur action. Mais pour autant, je pense que le sujet que vous mentionnez, que je comprends tout à fait, est différent du sujet de la protection des femmes et des hommes. Notre propos, ce n'est pas de dire que c'est la même chose. Notre propos, c'est pas de dire que c'est la même chose, c'est qu'en fait, il faut mettre en place les conditions pour rendre l'alerte possible. Et ces conditions-là, elles vont avec un statut. Et il ne s'agit pas effectivement, il y a une certaine indécence dans le fait de considérer en parallèle la souffrance des hommes, mais qu'on connaît bien dans la problématique du lanceur d'alerte. Mais il faut décentrer la question de cette problématique-là et de voir plutôt comment est-ce qu'on crée les conditions d'un mécanisme qui fonctionne. Oui, je comprends. Le droit d'alerte aujourd'hui, il passe très, très largement, essentiellement par le rôle des associations, des syndicats, des médias indépendants qui justement jouent ce rôle d'intermédiaire. Donc c'est vrai que si on veut protéger les lanceurs d'alerte, il y a ce problème de la protection des intermédiaires. Alors j'entends votre point de vue, effectivement, et de toute façon, les personnes physiques doivent être protégées, on est d'accord là-dessus. Et à ce sujet-là, on a aussi des propositions. Donc peut-être, moi j'avais noté qu'il y avait certains éléments de la directive qui n'étaient pas encore totalement transposés sur la définition du lanceur d'alerte. Je me permets de glisser ça ici. Oui, allez-y. Donc, alors j'ai noté déjà que vous étiez parti sur la notion d'absence de contrepartie financière directe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut saluer, qui est une très bonne évolution parce que on a pu voir dans les tribunaux justement des débats sur la question du désintéressement qui pouvaient tourner à fragiliser le statut de lanceur d'alerte. On a noté, nous, que la directive prévoyait, c'est la notion de motif raisonnable dans son article 6,
C'est-à-dire que les auteurs de signalement bénéficient, selon cette directive, d'une protection à partir du moment où ils ont eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques. Donc, je me permets d'insister sur ce point-là parce qu'actuellement, ce n'est pas retranscrit in extenso et parce qu'en fait, c'est un levier aussi pour avoir une protection immédiate. Je fais un parallèle avec ce qui existe en droit du travail, ce qu'on appelle le droit d'alerte pour danger grave et imminent. C'est-à-dire que les salariés peuvent se retirer de certaines situations à partir du moment où justement ils ont un motif de croire qu'il y a un danger grave et imminent. Et à ce moment-là, ils alertent leur employeur. Et le droit est exercé de manière immédiate et il n'y a pas de besoin d'attendre le point de vue d'un juge pour qu'il soit effectif. Donc cette notion de motif raisonnable, elle nous semble très importante aussi à retranscrire, voilà, à intégrer dans le texte. Pour que justement on puisse considérer dès le début qu'à partir du moment où le motif est raisonnable, le lanceur d'alerte est bien lanceur d'alerte, même si au final l'alerte pourrait se révéler infondée, mais sa démarche à lui était bien celle d'un lanceur d'alerte. Donc il faudrait peut-être disjoindre la notion de lanceur d'alerte du fond de l'alerte elle-même. Voilà. Oui, alors sur ce sujet, ça rejoint une préoccupation qu'on a et qui amènera probablement un amendement. Qui rejoint la notion aussi de soupçon raisonnable, soupçon, je ne sais pas quel est le terme exact, soupçon raisonnable, qui fait partie de la directive, mais pas du texte. Donc il faut qu'on trouve un moyen de le rajouter, mais de le rajouter strictement dans le cadre du milieu du travail. Celui qui est chez lui sur Internet le soir à 2 h du matin et qui se fait sa propre opinion sur le vaccin contre la Covid et qui dit qu'il n'y a pas eu 10 ans de tests et qu'il n'y a pas eu X protocole de machin et que donc il a un soupçon raisonnable de penser que ce vaccin est dangereux, ça ne fait pas de lui un lanceur d'alerte. En revanche, le salarié d'un grand laboratoire qui serait par exemple laborantin dans un grand laboratoire et qui verrait que systématiquement on enlève les feuilles qui concernent les tests sur les enfants et que du coup il croise des éléments et il considère qu'il y a peut-être un risque sur les enfants qui est caché par des éléments de la chaîne dans l'entreprise, là on peut dire qu'il a un soupçon raisonnable et il est pleinement lanceur d'alerte. Donc on est en train de voir comment prendre pleinement le périmètre de la directive sans l'étendre à la définition large de Sapin 2, parce que vous savez que Sapin 2 a une définition beaucoup plus large que la directive en elle-même, qui elle ne résonne que dans le cadre du travail. Et donc c'est un exemple, je pense, où on sera amené à préciser que ces notions qui sont un peu différentes, qui relèvent, les soupçons raisonnables, comme c'est mis dans la directive ou autrement, mais que ces notions-là sont à prendre en compte uniquement dans le cadre de l'activité professionnelle, pour éviter les dérives que ça ne manquerait pas de générer. Oui, parce que sinon, vous voyez un élu, il roule en voiture luxueuse et donc vous avez un soupçon raisonnable. Bon, ça ne suffit pas. Ou alors, voilà, vous faites votre opinion, essayez de te faire respectable, d'avoir son opinion et de la communiquer. Mais ça ne fait pas de vous un lanceur d'alerte. Donc je pense qu'effectivement, on va revoir le texte pour rajouter ces notions qui sont dans la directive, que vous soulevez, sur un nombre de proches, qui ne sont pas dans le texte, sans se prendre les pieds dans le tapis, avec un texte qui lui est plus large que la directive, et du coup aurait des effets de bord, si on mettait ça ex avolto, aurait des effets de bord beaucoup plus problématiques. En tout cas, merci, c'est un point qu'on avait identifié et qu'on doit travailler, qui est tout à fait pertinent. Je peux me permettre juste un retour d'expérience sur cette notion de motif raisonnable. Je sais que pour le coup, en droit du travail, les juges ont toute une jurisprudence là-dessus qui permet d'éviter effectivement qu'il y ait des recours manifestement abusifs. Et les recours abusifs peuvent également donner lieu à des sanctions, des poursuites. Donc je pense qu'en fait, il ne faut pas non plus avoir trop de crainte à ce niveau-là. Je pense que de toute manière, la jurisprudence fera son travail et qu'à un moment donné, effectivement, si il y a des faux lanceurs d'alerte qui… Il n'y a pas de crainte dans le cadre du droit du travail, mais je vous rappelle que le périmètre de Sapin 2 et le périmètre qu'on reprend là est beaucoup plus large que le droit du travail. Maintenant, je n'ai pas de crainte dans le cadre du droit du travail, parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien,
y a une jurisprudence et les choses sont cadrées. Et d'ailleurs, c'est dans la directive. Par contre, j'ai des craintes à sortir du monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, dans notre loi, tout le monde peut être lanceur d'alerte. Mais si tout le monde a juste besoin d'un soupçon raisonnable pour devenir lanceur d'alerte, alors c'est la fin. On va noyer le système. Vous voyez ce que je veux dire? Le motif raisonnable, il doit quand même être fondé, c'est-à-dire que c'est toute la question du motif raisonnable. Non, mais attendez, je prends l'exemple du vaccin. Tous les vaccins sont contrôlés pendant 10 ans. Celui-là, il n'est pas contrôlé pendant 10 ans. J'ai trouvé une étude qui dit que le nombre de machins. Enfin, vous trouvez toujours à argumenter un soupçon raisonnable. Et il est raisonnable, puisque par la force des choses, on prend des décisions en urgence dont on sait qu'elles peuvent comporter un risque. Donc, vous voyez, en tout cas, il n'y a pas de légitimité à l'internaute qui, à 2 heures du matin, se forge sa conviction d'en faire un lanceur d'alerte. En tout cas, c'est des choses que je ne peux pas faire. Le lanceur d'alerte relève d'une logique qui n'est pas l'expression d'une opinion simple. Et c'est bien. L'opinion, ça relève du motif raisonnable. C'est justement, il faut quelque chose d'un peu fondé. Mais j'entends tout à fait. Oui, c'est ça. Non, mais typiquement, c'est une discussion qu'on a eu ce matin. Irène Frachon, qui voit une succession d'événements, elle est médecin, elle connaît, elle voit avec ses patients, elle a la puce à l'oreille, elle se forge une conviction, elle voit une succession de cas et elle est lanceur d'alerte. Et c'est très différent, elle, médecin, qui observe et qui prescrit un médicament ou qui voit les effets de ce médicament, par rapport à quelqu'un qui surfe sur Internet, qui tombe sur une boucle, à qui on alerte, je ne sais pas quoi, et qui surfe sa propre conviction, qui est tout à fait honorable. Hein. Je ne critique pas, hein, c'est honorable, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et de le dire dans la limite de ce que permet la loi. Mais pour autant, ça ne fait pas un lanceur d'alerte qui peut revendiquer des protections ou d'aide financière particulière. Mais voilà, il faut faire attention, à mon sens, à bien respecter l'esprit de la directive en l'occurrence, qui est que le soupçon raisonnable s'applique complètement dans le cadre du milieu du travail. Et d'ailleurs, la directive est extrêmement claire, elle exclut toute l'information publique. Donc, une personne qui compile l'information publique, pour elle, n'est clairement pas un lanceur d'alerte. Et je ne veux pas faire, on a une définition plus large de lanceur d'alerte, mais le soupçon raisonnable croisé avec une définition large ouvre une porte, à mon avis, qui n'est pas la bonne. Et qui va faire que sur 100 cas de lanceurs d'alerte, vous en aurez 95 qui sont des gens qui ont une conviction qui sont forgés avec un soupçon raisonnable et qui passent leur temps à étayer un soupçon raisonnable. On va voir, bah oui, c'est raisonnable de penser qu'il y a plus de risques avec ce vaccin parce qu'il n'a pas été contrôlé pendant 10 ans, il a été développé en 6 mois et il traite d'une technologie qu'on ne maîtrise pas. Donc, il n'est pas irraisonnable, il n'est pas déraisonnable ce soupçon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez des gens qui vont construire, il y aura 9 cas sur 10 des lanceurs d'alerte qui sont des gens qui confondront leur propre sentiment de lancer au monde une alerte de façon ouverte, mais qui, au sens de la loi, et encore une fois, je respecte l'opinion de chacun, mais au sens de la loi, ils ne peuvent en aucun cas relever de la même protection que quelqu'un qui travaille dans un laboratoire et qui s'aperçoit d'une supercherie, d'une manipulation d'une séquence de tests, et qui du coup dit attendez, on est en train, ou qui est témoin de 10 kg de mercure qu'on balance dans la rivière. C'est d'un autre ordre. C'est d'un autre ordre. Le premier est l'ordre de la conviction, on se forge en compilant des données qu'on trouve tout à fait pertinentes. L'autre est dans le cadre très précis d'un environnement de travail, en l'occurrence, en ce qui concerne les soupçons, ou d'Irène Frachon dans le cadre de ses compétences, de son métier de médecin. Voilà, c'est d'un ordre complètement différent. Je pense qu'effectivement, là où vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'en général, il y a toujours un événement spécifique ou un cadre particulier qui génère une information spécifique. Mais c'est un peu plus large que le travail, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de simples patients dans le cadre médical. C'est arrivé pour un certain nombre d'associations qui existent. Ça peut être des clients, des prestataires. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même qu'on réfléchisse à avoir quelque chose d'assez large. Oui, alors, vous avez vu que la définition est ultra large. Hein. Ça peut être les actionnaires, les prestataires, les sous-traitants, les personnes en relation avec l'entité. Enfin, c'est extrêmement large. Hein. Ça peut être aussi bien la personne qui tombe sur un document
en faisant l'entretien des locaux qu'un actionnaire qui découvre quelque chose ou un sous-traitant ou un consultant. Enfin, c'est extrêmement large dans notre proposition. En tout cas. Bien, écoutez, merci. Oui, allez-y. C'est important effectivement de garder cette vision large, cette définition large. Et je donnais l'exemple tout à l'heure, parfois des communautés qu'on accompagne, ça peut être des riverains d'une installation industrielle, etc., et qui ne sont pas forcément des contractants ou des sous-traitants de l'entreprise. Ça peut être de simples riverains. Donc, je pense que faut pas faire attention à pas trop réduire et à pas trop considérer qu'un motif raisonnable, ça ne peut pas s'appliquer à oui, mais vous avez vu qu'on a gardé le cadre large de Sapin 2. On n'a pas du tout réduit, au contraire. Au contraire, on va même plus loin avec le soupçon raisonnable, mais dans le cadre professionnel. Moi, j'avais un sujet à aborder avec vous qui est le défenseur des droits. Est-ce que vous avez été en contact avec le défenseur des droits dans le cadre des alertes que vous avez à traiter ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec eux ou ça ne s'est pas présenté? Il y a des échanges au niveau de la direction d'Anticor. Hein. Je sais qu'Elise Van Beneden a échangé avec eux. Voilà, on est en lien, mais par contre, je n'ai pas connaissance, là, comme ça, de dossiers où on soit passé par le défenseur des droits. D'accord. D'accord. Là, vous avez vu dans la proposition, il y aura possibilité du défenseur des droits de les saisir, des lanceurs d'alerte de saisir le défenseur des droits pour acter, reconnaître sa qualité, enfin, en tout cas, les caractéristiques de lanceur d'alerte, ce qui permet voilà, le plus tôt possible dans le processus d'être conforté par la vie extérieure du défenseur des droits, ce qui parfois manque cruellement. Oui, c'est très important. Moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que je pense qu'un mécanisme de certification pourrait être très utile en fait pour déclencher des droits afférents. Alors, je pensais à des choses qui peuvent peut-être être envisagées au niveau voilà, des assurances chômage, du complément employeur en cas d'arrêt maladie, des reconversions professionnelles pour justement qu'il y ait un accompagnement renforcé du lanceur d'alerte qui se retrouve, comme on le disait tout à l'heure, dans des situations extrêmement difficiles. Donc là, on pourra vous faire parvenir quelques propositions sur un plan plus technique. Mais voilà, c'est effectivement, je pense, un bon levier d'avoir soit cette reconnaissance a posteriori, soit une définition bien large qui permet que dès le début, dès que le signalement est recevable, tout ça puisse être activé. Très bien, très très bien. Bon, écoutez, il me reste à vous remercier. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitiez soulever sur le texte? En tout cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir été disponible. M'excuser pour la qualité. Juste un mot, oui. Juste un mot sur le dernier point que vous avez évoqué. Bien sûr, oui. C'est très intéressant en termes effectivement de relais aux canaux de l'alerte. Néanmoins, selon nous, ce serait également intéressant toujours pour garder l'esprit de la directive et son efficacité, de penser à une obligation pour les autorités qui traitent ces alertes ou qui en ont connaissance, de prévoir un mécanisme analogue à celui de l'article 40 du Code de procédure pénale et l'obligation pour ces autorités-là de dénoncer ces faits, de saisir les autorités judiciaires et avec également une dissuasion d'ordre pénal qui pourrait y être assortie. En fait, l'idée de cela, c'est éviter au plus possible que finalement l'alerte reste morte et que tous les acteurs qui en ont connaissance aient une obligation de traiter les informations qu'ils reçoivent. Alors, pour rebondir dans le même sens, je sais que les articles 9 et 11 de la directive prévoient des délais de traitement et d'information, autant pour le traitement interne des alertes que pour le traitement externe. Je ne suis pas sûr que ce soit retranscrit à ce stade.
Et c'est vrai que c'est très important, en fait, qu'il y ait ce délai. Vous parlez des 7 jours, 3 mois, 6 mois? Oui, voilà, il y a ça pour Oui, c'est dans le décret. dans le décret. Le décret qui ne peut pas être moins disant que la directive, bien sûr, mais en termes d'organisation des textes, ce sera dans le décret. Il y aura 2 décrets, donc, il y aura deux parties du décret. Il y aura ces éléments de délai et la liste des autorités indépendantes qui sont désignées pour traiter les alertes, qui sera d'ailleurs un peu mieux cadrée dans la typologie. Je voudrais aussi insister peut-être sur le besoin qu'il peut y avoir aussi d'avoir des dispositifs de contrôle de l'effectivité de toutes ces dispositions-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un délit pénal qui est très peu connu, qui n'est pas codifié dans le code pénal, et on n'a pas a priori de corps de contrôle, alors bon, mis à part les forces de l'ordre peut-être, qui ait compétence pour relever les éventuelles infractions. Il n'y a pas non plus d'infraction si les entreprises n'ont pas respecté leurs obligations vis-à-vis des cadeaux d'alerte interne. Et je pense que ce serait important de réfléchir à ça et d'établir une compétence de principe pour les corps de contrôle existants, que ce soit inspection du travail, inspection générale, inspection des finances, etc. Avec derrière des mécanismes de sanction pour pousser chacun à se saisir du sujet. Voilà, j'avais noté d'autres choses. Si vous voulez, on pourra peut-être vous faire parvenir une contribution écrite. Oui, volontiers, volontiers. Vous avez tous mon adresse email, ou sinon vous pouvez passer par l'Assemblée. Sinon, c'est sylvain.wazerman@assemblée-nationale.fr. Vous la trouvez sur Internet. Il y a un seul S et un seul M à Wazerman. Et n'hésitez pas, effectivement, sur la base de ce qu'on a pu dire, mais si vous avez d'autres éléments à me faire remonter, on les verra bien sûr avec attention. Je me permets aussi juste, on n'a pas évoqué la question des secrets. Oui. C'est quand même une question importante. Là, le texte tel qu'il prévoit, il ajoute des secrets à ceux qui étaient dans la loi Sapin 2, donc notamment le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'instruction et donc est toujours présent également le secret des relations entre l'avocat et le client. Alors, je voulais juste signaler que pour Anticor, régulièrement, il arrive que certaines affaires restent bloquées en justice et justement couvertes par le secret d'instruction. Et que si, alors nous, on a nos possibilités d'agir, mais peut-être que des lanceurs d'alerte auront besoin à un moment donné d'alerter si la justice ne se saisit pas du dossier. Et il me semble qu'il y a une contradiction en fait à maintenir ce secret de l'instruction tout en ayant cette articulation des paliers qui veut que normalement, en cas d'alerte externe, s'il n'y a pas d'action diligente, l'alerte peut être rendue publique. Donc, du coup, il y a une contradiction potentielle dans le texte qui me semble devoir être résolue. Voilà, je voulais signaler ça. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, vous avez vu qu'on élargit le champ possible pour les lanceurs d'alerte, puisqu'on exclut, la loi prévoit certaines exclusions au secret médical, secret, etc. Et on élargit, ce qui n'était pas le cas dans la loi Sapin 2, on élargit le champ des lanceurs d'alerte qui peuvent maintenant agir dans le cas des dérogations prévues par la loi sur les secrets. C'est-à-dire que si par exemple le secret médical ou le secret des relations entre les avocats, etc., a des exceptions dans la loi, alors ces exceptions sont de facto maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, ouvertes aux lanceurs d'alerte. Donc par exemple, si vous avez sur l'atteinte aux enfants une levée du secret médical prévue par la loi, alors ça s'appliquera aussi aux lanceurs d'alerte. Donc on a, je crois, la bonne solution. On a rajouté les 2 thèmes qui sont dans la directive, il y a 5 thèmes dans la directive. On a eu des débats entre parlementaires sur le secret d'instruction et le secret d'enquête judiciaire. On pense qu'il faut respecter ces secrets et prévoir uniquement les sujets de dérogation prévus par la loi. Mais il y a un certain consensus, on verra même ici, il y a un certain consensus sur le fait qu'on ne se voit pas dire qu'il n'y a pas de secret d'instruction ou qu'on peut lancer des alertes sur tout n'importe quoi pendant une enquête de police, parce que du coup, on pourrait avoir une perquisition annoncée, un lanceur d'alerte annonce,
c'est des choses qui peuvent entraver le cours de la justice. Et je pense que tout ce qu'on ferait en la matière serait vite rattrapé par le juge constitutionnel qui dirait qu'on ne peut pas autoriser officiellement quelqu'un qui pourrait se mettre sur le chemin, entraver le chemin de la justice, par exemple, en est dans la justice. Je pense qu'on serait compliqué. Mais du coup, on a rajouté les 5 champs qui sont prévus. On a mis les 5 champs qui sont prévus dans la directive. En revanche, on a fait, à mon sens, une avancée significative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme demain, à chaque fois qu'on aura les secrets qui évolueront, avec des exceptions qui vont se multiplier. Parce que, à n'en pas douter, on a vu dans le débat public, à chaque fois qu'il y a une affaire et qu'il y a un cas, on peut prévoir des exceptions au secret. Alors ce sera une ouverture aussi pour les lanceurs d'alerte. Je crois que c'est un chemin, juste ligne de crête pour notre sujet. Maintenant, voilà, on verra, mais je crois que c'est une approche qui est mieux disant que Sapin 2 sur ça, parce qu'elle ne prévoyait pas de dérogation. Donc, même sur les sujets que sur lesquels la loi aménageait les secrets, les lanceurs d'alerte ne pouvaient pas agir. Maintenant, c'est ça. Et les 5 sujets sont les sujets de directive. Juste terminer. Peut-être un point. Oui. Non, je te laisse terminer, Bastien. J'ajouterai après un dernier point sur effectivement la question du soutien financier aux lanceurs d'alerte. Oui, je voulais aussi venir sur ces questions-là. C'est notamment, moi, je voulais venir sur les attaques en justice. Ce serait effectivement bien qu'on puisse avoir des dispositions qui sanctionnent les attaques abusives, que le juge ait la possibilité de les rejeter et de condamner la personne à ses dépens lorsque l'attaque est… Oui. Alors, on a beaucoup travaillé le sujet, ça, ce serait anticonstitutionnel, parce qu'il y a le mécanisme canadien qu'on avait essayé, c'est-à-dire l'espèce de référé, où quand l'attaque en justice est abusive, on l'arrête. Ce n'est pas possible dans le droit français. Vous avez une liberté d'aller en justice qui est constitutionnellement garantie, et on ne trouvera pas de mécanisme qui empêcherait quelqu'un d'aller en justice. Cela dit, ce qu'on prend comme mesure, c'est que les frais de la défense, on peut saisir un juge des référés qui peut du coup, en cas de procédure abusive, imputer les coûts de la défense à l'attaque, dans des provisions qui seraient définitivement acquises pour la partie pour la défense. Concernant les frais de justice initiaux, est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose? Parce que là, il y a la problématique de l'aide juridictionnelle et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà traité. Alors ça, c'est sur les frais de justice. Le système dont je viens de parler, c'est les frais de justice. Mais c'est a posteriori, ce que je veux dire, c'est que du coup… Non, c'est en référé. C'est au moment de l'attaque. Au moment de l'attaque, en référé. C'est la copie qu'on essaie de travailler sur la base de la réunion qu'on a eue avec le Conseil d'État hier. Il y a un mécanisme qui normalement permet de renverser la charge de la preuve en cas si la personne visée allègue un abus. Il n'y a pas d'absence d'accès à la justice. Normalement, la personne qui vise, soit par une procédure en diffamation ou autre, peut toujours défendre sa cause. C'est simplement que le mécanisme procédural qui est prévu et qui a une logique, puisqu'on est dans une situation où l'égalité des armes n'est a priori pas tout à fait respectée. C'est étonnant que ce soit considéré comme… Ce qu'on ne peut pas faire, c'est éteindre une procédure et empêcher quelqu'un d'aller en justice. En fait. Après, il peut toujours y avoir les logiques d'abus d'utilisation de procédures abusives. Hein. Ça reste en droit. Hein. Mais du coup, le fait de pouvoir procéduralement invoquer l'abus plus tôt dans la procédure, à partir du moment où il y a une analyse sur le caractère abusif ou non de cette procédure. Mais porter plainte pour procédure abusive, on peut le faire à tout moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, la question, c'est quelle réponse on a en temps réel par rapport au lanceur d'alerte qui reçoit 8 provocations et 8 procédures. Et pour moi, la meilleure solution, dès lors qu'on ne puisse pas éteindre ces procédures comme peuvent le faire
nos amis canadiens, c'est de donner les moyens immédiatement, par référé, aux défenseurs de faire supporter les coûts de sa défense par l'attaque. Ça me semble le meilleur dispositif, mais si vous avez d'autres propositions, envoyez-les-moi. Mais ce qu'on ne pourra pas faire, c'est d'éteindre les procédures. Vous voyez. Alors après, procédure abusive, voilà, vous êtes parti pour 2 ans, donc vous allez faire un truc, il va attaquer le fait qu'il a fait des procédures abusives, et 2 ans après, vous saurez si vous avez raison ou pas, donc ça ne résout pas le problème. Et ce que je veux dire, la question, c'est comment on résout le problème au moment où il arrive. Voilà. Bien, en tout cas, je vous remercie pour vos contributions. Je retiens plusieurs idées de nos échanges. N'hésitez pas à me renvoyer des éléments complémentaires. Ils sont toujours bienvenus. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là tous les 3 et merci pour votre contribution. Et donc, tous les débats seront évidemment retransmis et transparents. Donc, n'hésitez pas au cours des débats à envoyer des propositions aussi également.